Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre une proche aidante dont la personne aidée est atteinte d'un trouble de santé mentale. Les troubles de santé mentale sont un sujet dont on parle encore trop peu. Les préjugés entourant ces troubles poussent les 2/3 des personnes atteintes à ne pas consulter. Heureusement, il existe des initiatives comme Belle cause pour la cause qui viennent un peu démystifier tout ça. Puis il existe aussi des organismes, comme celui qu'on rencontre aujourd'hui, qui viennent accompagner l'entourage et la famille dans leur cheminement. Pour mieux comprendre cette réalité, aujourd'hui, on rencontre la directrice générale de l'organisme Le Gyroscope, Mme Marianne Cornu. Bienvenue à Un aidant, une histoire. Les troubles de santé mentale, c'est une réalité qui touche de plus en plus de gens, une réalité qui parfois crée certains préjugés de cette maladie-là, de ces troubles de santé mentale. Marianne, vous êtes directrice générale du Gyroscope, ça fait partie de votre travail quotidien que d'aider, soutenir les gens qui accompagnent des personnes qui sont atteintes de troubles de santé mentale. Oui. Oui. Bien, vraiment, c'est vraiment notre rôle de les accompagner. Nous, on est une association pour les membres de l'entourage de personnes qui ont un problème de santé mentale majeur. Comme? Schizophrénie, troubles bipolaires, dépression, troubles de personnalité limite, troubles obsessifs-compulsifs. En fait, tout problème de santé majeur, qui soit diagnostiqué ou non. Il y a certaines problématiques pour lesquelles on va référer, par exemple l'Alzheimer ou d'autres différentes problématiques, mais nous, c'est vraiment ces maladies-là principalement. Ouais. C'est drôle, hein, Vanessa, parce qu'on s'est posé aussi la question, il y a troubles de santé mentale, il y a problèmes de santé mentale, il y a maladie mentale. Est-ce que c'est tous des termes qu'on doit distinguer ou bien c'est... Non, pas nécessairement. C'est sûr qu'il y a Bon, des fois, il y en a qui vont dire qu'il y en a que c'est une maladie, d'autres que c'est vraiment un trouble, mais on préfère l'appellation « problème de santé mentale ». C'est moins stigmatisant aussi que maladie mentale, qu'on peut transformer en malade mental, puis avec tout ce qui vient comme préjugés là-dedans, puis de connotations négatives. Donc, problème de santé mentale, nous, on y va avec ça. OK, parfait. Et là, vous venez en aide aux gens, pas directement aux personnes qui sont atteintes, non, mais aux personnes qui vont soutenir les personnes atteintes. Oui. Donc, c'est vraiment les membres de l'entourage. Ça peut être autant la mère, le père, la fratrie, des grands-parents, des enfants qui ont un parent qui a un problème de santé mentale, mais ça peut être aussi un ami, un voisin, à la limite un employeur, en fait, toute personne qui a un lien avec la personne, puis qui veut l'aider ou mieux comprendre ou savoir comment mieux communiquer avec elle. Que ce soit récurrent ou bien vous nous le disiez aussi, que ce soit ponctuel, vous pouvez soutenir facilement quelqu'un qui va se questionner sur, par exemple, la santé de son conjoint ou d'un proche. Bien, oui, des fois, la personne n'a pas nécessairement de diagnostic, mais présente certains signes qui inquiètent la personne, soit qui vit avec ou un ami, une personne proche. Mais à ce moment-là, nous, on va pouvoir l'écouter, puis évidemment qu'on n'est pas des psychiatres, on ne dira pas, bien, elle a telle problématique, mais on va pouvoir l'orienter. C'est comme un soutien psychosocial, en fait. Bien, c'est tout à fait ça. C'est ça, OK. Puis dans nos services, nous, il y a vraiment des rencontres individuelles qui vont être axées sur la résolution de problèmes. Donc, on va vraiment écouter la personne, lui donner de l'information, travailler certains aspects, l'aider à développer, en fait, des stratégies d'adaptation. Dans nos autres services, on a... En fait, pour pouvoir gérer la situation puis vivre avec, parce qu'on ne peut pas changer la personne atteinte, donc c'est vraiment de vivre avec la situation. C'est d'apprendre à vivre avec la situation. Puis d'apprendre aussi à, aussi drôle que ça puisse sembler, avoir du positif là-dedans. Oui. Pas le voir comme une fatalité, tu sais. Bien, c'est pas une fatalité. Oui, quand le diagnostic est posé, quelqu'un qui a un diagnostic de schizophrénie, c'est lourd. Ouais, c'est il lourd. y a le diagnostic, puis il va devoir apprendre à vivre avec la maladie, mais le rétablissement est possible. Pas nécessairement la guérison complète, puis il n'y a plus rien, mais le rétablissement, le fait d'avoir une vie satisfaisante, d'avoir des activités, un réseau social, un travail, il y a différents degrés, mais la personne peut espérer avoir une vie satisfaisante, puis l'entourage aussi. On n'arrête pas de vivre à ce moment-là.
C'est possible de vivre au-delà de la maladie. Bien, tout à fait. Les membres de l'entourage vont passer par vraiment les étapes du deuil. Oui. Il va y avoir le moment où tu vas apprendre que la personne a un diagnostic. Des fois, ça peut être un certain soulagement parce qu'on avait remarqué avant, des choses, il y avait des symptômes. Ben, c'est ça. Oui. Puis c'est inquiétant, c'est de ne pas savoir ce qui se passe. Une fois que le diagnostic tombe, ben, au moins, la personne peut savoir comment s'enligner. Oui. Mais ça va souvent passer par un choc et même un déni, un refus de la maladie. Il va falloir travailler l'acceptation tranquillement, puis en venir à avoir une certaine harmonie, un équilibre dans tout ça. À transformer sa façon de fonctionner, peut-être à transformer sa façon de se percevoir. Il y a, quand on disait, là, il y a un cheminement à faire parce que quand le diagnostic tombe, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir transformer, même dans la famille. Je pense qu'il y a Hélène Desaulniers qui est avec nous, qui comprend cette fameuse réalité-là, qui, depuis votre jeunesse, hein, oui, depuis ma jeunesse. Vous êtes confrontés d'une certaine façon, on peut dire ça, à vivre avec cette situation-là. Oui, parce que moi, ça a débuté, j'avais 5 ans. Puis ma mère, dans ces années-là, on ne disait pas des troubles ou en santé mentale ou quoi que ce soit. On disait, c'est des fous. Oui. Et qu'est-ce qu'on faisait? On les rentrait dans un hôpital psychiatrique. Moi, j'avais 5 ans, j'ai été placée en famille d'accueil, mes frères aussi. Puis c'est mon père qui voyageait. Moi, je voyais ma mère 1 fois, 2 fois par année. Fait que c'est 60 années que ça a commencé comme ça, avec ma mère. Par la suite, quand elle est revenue à la maison, je m'occupais d'elle. J'allais la voir, puis c'est moi qui faisais tous ses entretiens. Puis Andrénie, elle ne voyait plus clair, puis elle ne marchait plus. Je continuais à m'en occuper. Et par la suite, c'est un autre cas, c'est mon frère, qui aujourd'hui, je m'occupe parce que je suis la seule qui reste. On a eu 3 deuils en ligne. Ma mère, qui est décédée, ça fait 6 ans. 1 an et demi après, c'est mon frère qui, lui, s'occupait beaucoup, mais il est décédé du cancer. Et 2 ans après, ça fait 2 ans, là, mon père. Mon frère, je regarde la photo. Ça, c'est mon frère quand il était jeune, quand il a commencé. Et, ma petite famille. En bas, à droite. Oui, c'est ça. Puis là, maintenant, je m'occupe de mon frère presque à temps plein, on peut dire, parce qu'il est vraiment pas... il est semi-autonome. Il demeure dans la maison paternelle que mon père m'a donnée, qui m'appartient. Mais c'est pas facile de dire je veux d'aller en hébergement ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, ça prend des papiers, des ci, des ça. Je regarde l'autre photo. Je m'excuse, mais il faut dire qu'Adrien ne veut pas. Non, Adrien ne veut pas, parce que Adrien, ça fait 40 ans qu'il est schizophrène. On l'a déclaré schizophrénie. 40 ans qu'il est à la maison, qui était, quand ma mère est venue, avec papa et maman, qui s'occupait de lui comme un enfant, mais qui le couvait. Et oh non, il ne peut pas faire ça, il est malade. Non, il ne peut pas faire ça. Par la suite, tous ceux qui sont partis, là, il restait mon frère Claude qui m'aidait beaucoup. Maintenant, il est décédé. Fait qu'il reste juste moi. Je suis la plus vieille, je suis l'aînée. Puis, je vais tout faire dans le sens, c'est moi qui fais ses repas. Je vais aller les porter à la maison, on les congèle. Lui, il sert juste du faux micro-ondes, il n'est pas capable plus que ça. Il a peur. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, Adrien, c'est un choc qu'il a eu à l'âge d'environ 20 ans. Il se promenait sur la rue à Louisville, puis mon frère, c'était un garçon qui faisait des haltères, poids et haltères, très bon, même d'ailleurs qui a gagné des trophées, puis tout ça. Avant l'âge de 20 ans, il est parti. Oui, c'est ça. Puis il faisait des arts martiaux. Okay. Il se promenait sur la rue, un peu. Puis un inconnu, qu'on sait le nom aujourd'hui, mais là, c'est du passé, qui est arrivé en arrière de lui, qui l'a jeté par terre, qui avait des bottines qu'on appelle avec des capes d'acier, qui a fessé dessus. Partout, et sur la tête, partout. C'est de là qu'est devenu, c'est comme un choc qu'il y a eu, les peurs, les craintes. Puis par la suite, mon père, je disais à mon père, amène-le à l'hôpital pour voir qu'est-ce qu'il y a. Puis c'est là qu'ils ont le déclenchement de la schizophrénie. Wow. Ah oui. Adrien a pris beaucoup de médicaments toute sa vie. La routine d'Adrien, c'est d'être dans la maison avec son petit chien. C'est sa vie, parce que maintenant il est tout seul, mais c'est sûr que moi j'y vais. J'ai beaucoup d'aide du CLSC.
qui m'aide pour aller jaser avec. Il y a eu des psychologues. Il y a une dame qui y va aussi pour prise de sang, ces choses-là, parce qu'il fait de la diabète aussi. En plus. Mais sa journée se résume à... Il se lève le matin entre 9h30 et 10h, puis il va se faire à manger, là, ces petites choses, s'occuper de son chien, faire sortir son chien dehors, ou il fait rien d'autre. Il va aller 2-3 minutes sur la galerie. Ça fait 40 ans, depuis sa schizophrénie, que j'ai jamais été au centre-ville de Louisville. Il n'est jamais sorti. Okay. Ça fait au moins 20-25 ans qu'il ne va plus à nulle part. Il ne veut pas venir en voiture, quoi que ce soit. Donc, fait que, il est à la maison. Il est toujours dans la maison. Depuis 20 ans. Ouf, OK. Et plus, oui. Puis, c'est comme... j'ai dit, moi, ouvre la fenêtre, ça fait aérer. Parce qu'ils sont petits chiens qui s'échappent des fois, puis c'est pas... ça l'ouvre bien. Il veut pas. Il va l'ouvrir quand je suis là, mais quand je repars, il la ferme parce qu'il n'aime pas entendre le bruit sur la 138. Ça fait trop de bruit pour lui. Il n'est pas agressif. Il est bien médicamenté, ça va bien sur ça. Mais Adrien vit dans le passé. Il y a donc besoin d'un accompagnement quotidien. Oui. Vous devez être extrêmement présente. Et vous intervenez quand une personne comme Mme Desaulniers qui doit quotidiennement se prendre soin de quelqu'un de son entourage, quand est-ce que vous faites la rencontre avec le gyroscope? Comment ça se... Bien, c'est quand la personne vient demander de l'aide. Puis nous, vraiment, quelque chose qui est important, dans le cas d'Hélène, dans le cas de d'autres personnes aussi, c'est, comment dire, de faire comprendre à la personne qu'elle doit prendre soin d'elle. Oui, c'est ça. Parce que pour aider quelqu'un, il faut prendre soin de soi. Exactement. On peut se sentir facilement envahi, épuisé. Tout ça, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup... c'est pas juste dire « Ah, je cuisine des repas et tout ça ». Non, il y a tout de l'émotif qui vient avec ça. Oui, puis elle peut pas aider si elle se sent pas bien elle-même. Donc, moi, je peux dire que le gyroscope m'apporte beaucoup, mais moi, j'ai connu le gyroscope il y a 2 ans parce que j'ai découvert dans la filière de mon père qu'il y avait une petite carte du gyroscope, puis que mon père avait du répit par le gyroscope. Puis là, j'ai dit, moi aussi, je vais y aller. Je vais aller demander, peut-être qu'ils vont m'aider par rapport à mon frère, parce que là, le deuil, les deuils, j'avais rien fait, moi, là. Rien de ça. Là, il fallait que je m'occupe de lui. C'est moi qui coupe les cheveux, c'est moi qui fais les ongles myrtille, c'est moi qui fais tout, là, les commissions, les comptes, tout. Et c'est qu'il demande. Pardon? Il demande. Ah. Il demande beaucoup. Ouais. C'est ce qui peut, des fois, être épuisant. C'était épuisant, parce qu'à un moment donné, et puis ça l'est encore, mais... Avec le gyroscope, ils m'ont donné des trucs, des moyens. Parce que mon frère m'appelait, j'avais calculé une fois, 18 fois dans une journée. Oh! Hey, 18 fois que quelqu'un est dépendant de nous, hein? M'appeler pour me dire « j'ai mal au ventre OK. ». M'appeler pour me dire, me parler des choses de v'là 40 ans. Ou telle personne es-tu décédée. À un moment donné, c'est beaucoup. Oui. Puis vu que mon frère a toujours été couvé, comme que je dis, bien, il fait pas beaucoup de choses. Mais oui. Très On doit dépendant. aller à la pause, mesdames, mais je suis impressionnée de ce rôle-là, dans le fond, que vous avez à jouer comme auprès de votre frère. Ça demande un don de soi incroyable. Et au retour de la pause, j'aimerais qu'on revienne sur comment vous faites pour prendre soin de vous aussi. Hein? Alors, on va aller à la pause, puis ça nous intéresse cette histoire-là aussi. Alors, quand le téléphone sonne 18 fois dans une journée parce qu'on est une proche aidante, on accompagne, comment on fait? Est-ce qu'il y a des trucs, des façons de faire pour permettre à la personne qui aide de ne pas y perdre sa santé mentale à elle aussi? C'est ça, exactement. Oui. Ce qu'on a travaillé, entre autres avec Hélène, je me permets de le nommer, c'est de mettre des limites. Puis ça peut avoir l'air super facile à dire, mettre des limites, ben oui, mais non. Non, parce que c'est pas un appel automatisé, là. C'est une personne qu'on aime, qui appelle, puis qui vit une détresse d'une certaine manière. Fait que c'est difficile de mettre ces limites-là. Mais c'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble, puis qui a porté fruit.
Parce que c'est sûr que c'est toujours une inquiétude. Le téléphone sonne, là. Tu te demandes, y a-t-il une urgence, y a-t-il quelque chose? Tu sais? C'est ça. Tu réponds, mais à un moment donné, c'est que c'est moi là, qui commence à être fatiguée. J'étais en train de peinturer, je suis dans l'escabeau, il faut que je redescende. C'est pour me demander, je peux-tu manger ça? C'est-tu indigeste? Tu sais? Fait que moi, ce que j'ai appris avec le gyroscope, j'ai eu des formations aussi. Puis, à un moment donné, Marianne a dit, ben là, faut que tu mettes tes limites. Fait que moi, je suis arrivée, ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée à un moment donné, j'ai dit au téléphone, j'ai dit là, Adrien, là, à partir de demain, et ferme, parce que moi, je pas l'habitude de parler ferme. À partir de demain, là, tu m'appelles à 10 h le matin et tu m'appelles à 6 h le soir. Si tu me rappelles dans la journée, je ne réponds pas. S'il y a une urgence, tu as ton bouton d'urgence, tu as tout ce qu'il faut. Je réponds pas. Et maintenant, c'est comme ça. Et il s'essaye des fois, je réponds pas. Tu ne m'as pas répondu, comment ça? Je te l'ai dit. C'est à 10 h le matin et c'est à 6 h le soir. Fait que ça, c'est un truc que j'ai appris parce que... C'est important de penser à vous oui. dans tout ça aussi. Parce vous avez une vie en dehors Oui, mais d'Adrien. moi, je me suis oubliée. Moi, j'ai pas eu le temps de faire mes deuils. Je me suis vraiment oubliée. Comme une fois, j'ai parti de chez mon frère. J'avais été, je pense, il coupé les cheveux. Puis il demande tout le temps. Il souffre beaucoup d'insécurité sur le point de vue de la nourriture. Fait que là, il a chialé un petit peu après moi. Puis là, j'étais fatiguée. J'ai parti dans mon auto, puis je demeurais l'année passée, je demeurais à Masquinongé. Je m'en allais en auto, puis je pleurais. Je vous le dis, je pleurais, là. Découragée, là, qu'est-ce que je... Épuisement. Là, je savais plus, j'étais là, dans un trou noir. Je m'en allais chez nous, je dis non, je m'en vais pas chez nous. J'ai reviré et je me suis en allée au gyroscope. C'était l'heure du midi, je suis arrivée au gyroscope. Marianne était de l'autre côté sur son heure de dîner. Hélène, d'habitude, elle arrive toujours avec le grand sourire. Bonjour, ça va? Mais là, j'ai rentré avec... puis elle voyait que j'avais quelque chose. Elle m'a regardée, elle me dit « Oups, ça va pas, viens à mon bureau. Je me suis en allée dans son bureau, puis là, j'ai éclaté. J'ai dit « Je suis plus capable. Je suis plus capable. » Là, on a commencé à parler. Mes enfants se sont rendus compte que là, j'avais plus de vie et que une de ma fille est arrivée et elle me dit « Maman, je crois que tu fais une dépression. » Et je fais une dépression. J'en ai parlé avec Marianne, puis tout ça. J'ai été consultée. J'ai été voir mon médecin. Il m'a dit, sur les 12 critères, j'en avais 11. Aujourd'hui, j'en ai pas. Ça va super bien. Oui, je suis médicamentée. Mais avant, j'aurais pas dit, je fais une dépression, parce que c'était tellement tabou. Mais je sais que tu étais la femme forte que C'est ça. Tout repose sur vos que épaules. tu voulais vraiment aider les autres à être forte. Moi, j'étais Cela la femme... dit, faire une dépression, c'est pas ne pas être fort. Je veux vraiment le spécifier. Exactement. Parce que moi, je me sentais la femme forte aussi, tout le temps. Juste que quand quelqu'un me dit « Hein, tu fais une dépression, toi? » Je réponds « Oui, je suis un être humain. » Et voilà. Et j'en avais trop sur les épaules. Puis j'ai pas honte de le dire parce que c'est moi. C'est parce que moi, ça fait pas 2 ans que je m'occupe de soit de mes parents ou je demeurais à Berthierville, je voyageais, puis je venais à Louisville. Ça fait, pour le calculer l'autre jour, à peu près 30 ans que je fais ça. Ma mère, mon père, mon frère. Fait que c'est, Et quand il y a un lien familial dans cette relation-là, c'est exigeant parce qu'il y a un soutien émotif qu'on donne à la personne. On est impliqué. C'est pas comme s'il y avait une coupure, puis c'est ça, on donne, mais en même temps, on vit les peines, on vit l'impuissance, on vit le... C'est confrontant pour la personne. À ce moment-là, quand elle est arrivée dans votre bureau, vous avez fait beaucoup d'écoute, mais je pense que vous avez aussi d'autres services que vous pouvez offrir aux prochains aidants quand ils viennent vous rencontrer. Oui, bien c'est sûr que quand les personnes viennent, c'est vraiment plus individuel, on va donner de l'information, ça dépend où est rendue la personne. Si la personne, c'est un peu un nouveau rôle qu'elle a, elle va avoir besoin d'en apprendre davantage sur la maladie. D'apprendre à prendre soin d'elle aussi. Ça dépend d'où est rendue la personne. Nous, on va accompagner la personne à partir d'où elle est rendue. Mais dans nos autres services, on a des conférences qui sont très appréciées. On en a minimum 1 par mois. Ça peut être des psychologues. Là, dans notre programmation à venir qui est disponible sur notre site Internet, on a 2 psychologues en août, en septembre. On a aussi une avocate qui va venir parler de tout ce qui est... c'est sûr qu'on entend beaucoup parler de la loi P38,
les ordonnances de garde, donc tout ce qui est légal. On a beaucoup de conférences aussi sur vraiment développement personnel, gérer sa colère, des choses comme ça. Comment se détacher, j'imagine, aussi un peu dans ce rôle de proche aidant. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise. Oui, puis le lâcher-prise, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on s'en fout. Là. C'est vraiment pas ça. Mais c'est d'apprendre. Il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des degrés aussi d'aide qu'on peut apporter. Puis si quelqu'un, son aide qu'il peut apporter, c'est ça, l'autre personne peut en donner plus, là, c'est correct. Chacun a ses propres limites, chacun donne ce qu'il est capable de donner, fait qu'on travaille ça. Donc, on a des conférences, on a des formations, comme dernièrement, on a donné une formation qui était vraiment fantastique, qui est apprendre à se rapprocher sans agressivité. Où est-ce qu'il y a beaucoup de communication là-dedans, tout ça. C'est vraiment une formation sur plusieurs semaines avec une membre de l'entourage formée. Donc, c'est vraiment pour et par. Sinon, on a un centre de documentation. Donc, les gens peuvent venir emprunter des livres sur différentes maladies, problématiques ou simplement sur le mieux-être. Oui. Mais il y a les partages aussi. Moi, oui, bien, on a des groupes d'entraide. On a des groupes d'entraide formels, mais on a d'autres activités où les gens sont amenés à partager. Ça peut être des ateliers d'écriture, mais on va cibler des sujets reliés, mais à la fin, les gens sont invités sur une base volontaire à partager, où on a différents groupes de discussion. Donc, c'est rassurant pour le proche aidant d'entendre qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation. De se rendre compte que la personne n'est pas seule à vivre ça. Exactement. Puis, quand on a des partages comme ça, c'est là qu'on voit que je ne suis pas toute seule, mais on apprend aussi de l'autre. Oui. Moi, j'ai des dames que ça fait des années qui s'occupent de leur fils. On a une dame que j'admire, une dame de 83 ans, qui s'occupe de son fils, mais elle nous partage ce qu'elle vit, mais que c'est là qu'on voit qu'on a de la compassion l'un envers l'autre. On se parle, on se donne des trucs, mais on a aussi des loisirs, puis on a des belles choses de rencontre. On va aller faire un pique-nique, là, puis c'est le fun. Puis moi, c'est mon répit, parce que c'est du répit, puis j'en ai besoin de penser à moi. On va avoir des ateliers, on a aussi des formations, mais des conférences sur notre mieux-être. Être bien avec soi-même. On a rencontré, là... tu sais, que ça parlait de soi, le respect, puis tout ça, puis la dignité, puis... Le respect de soi, le respect des autres. Puis il y a un service que je voudrais nommer, parce que c'est très important, c'est le répit-dépannage. C'est un peu différent. Dans les associations de parents et proches, de membres de l'entourage, le répit prend une forme différente. C'est une allocation financière qu'on va donner à des personnes qui s'occupent sur une base régulière de quelqu'un qui a un problème majeur de santé mentale. Et puis, ce montant-là doit être utilisé pour prendre des moments pour soi. Ça peut être aller au théâtre. Donc, c'est vraiment une allocation pour soi-même. Souffler un peu puis se changer les idées. C'est quelque chose parce que ça nous fait du bien. Là, on dit, cet argent-là, là, c'est pas pour mon frère ou quelqu'un d'autre. C'est pour me faire plaisir, moi. Parce que, comme je disais tantôt, on s'oublie. Oui. On s'oublie vraiment. Vous êtes situé dans le bassin de Masquinongé, mais je pense qu'il y en a des organismes comme le vôtre, il y en a un peu partout sur Mauricie puis au centre du Québec. Nous, on dessert vraiment 12 municipalités qui font partie du réseau local de services de Masquinongé, dans la MRC de Masquinongé. Mais si les gens vont sur le site de la FAPAM, là, on peut avoir toutes les associations qui sont membres de la FAPAM. Il y en a 39 à travers le Québec. Dans seulement la région de Mauricie, centre du Québec, il y a 6 associations de parents et proches. Donc, toute personne qui a quelqu'un dans son entourage qui a un problème majeur de santé mentale peut téléphoner à l'organisme de sa région pour avoir des services, puis des services selon les besoins. Merci beaucoup, mesdames. Ben oui, l'émission tire déjà à sa fin. C'est ça. Puis en terminant, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un dont la personne aidée est atteinte de trouble de santé mentale, vous diriez quoi? De ne pas être gêné d'en parler. Il ne faut plus que ce soit tabou, qu'il y ait des préjugés. Moi, j'ai un de mes petits-enfants qui me fait comprendre ça aussi, mais j'ai trouvé ça tellement beau, qui me dit « Oncle Adrien, il est malade, peut-être qu'il y a quelque chose dans son cerveau. » mais c'est un être humain comme les autres. Fait qu'il faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte de... Puis, faut pas s'oublier. C'est ce que je dis, là. Faut vraiment pas s'oublier. Fait que moi, je vous dis aujourd'hui, c'est avec le gyroscope, là,
Je m'oublie plus. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous Merci à deux. vous. C'est un beau témoignage. Merci de votre ouverture aussi, puis d'être venu à l'émission. Merci. Suivez-nous, hein? Un aidant, une histoire, ça se poursuit. On va pouvoir continuer à découvrir qu'est-ce que c'est le rôle d'un proche aidant.